Le père de ma femme, juge fédéral, a condamné mon fils de 15 ans à 10 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, car il m'avait toujours détesté. Mon fils a été envoyé en prison pour adulte. Même ma femme a dit qu'il le méritait. Je n'ai pas contesté mon acte. Lors de l'audience d'appel, j'ai remis une simple enveloppe à la cour d'appel. Ma femme et mon beau-père se sont effondrés en l'ouvrant. De l'extérieur, notre maison ressemblait à un rêve, soigneusement peinte dans toutes les nuances de la perfection. Une maison coloniale impeccable nichée dans l'élégance tranquille de Ridgefield, dans le Connecticut. Des touches de crème, des volets noirs, des parterres de fleurs qui s'épanouissaient dans une symétrie ordonnée. À l'intérieur, tout scintillait sous l'œil attentif de Clarissa. Des plans de travail en granit toujours étincelants. Des cadres photos parfaitement alignés le long de l'escalier. Une bougie dans chaque pièce, juste assez parfumée pour murmurer une certaine classe sans crier. C'était le genre d'endroit que les agents immobiliers utilisaient pour leurs brochures, le genre de vie que tout le monde enviait. Mais il n'était pas nécessaire de gratter trop profondément pour sentir le froid sous le vernis. Mon travail me maintenait dans l'ombre. Architecture classifiée, principalement des contrats de défense. Ça sonnait vague, car c'était le genre de projet où moins on posait de questions, plus on restait longtemps employé. Installation souterraine, planque, centre de commandement, plan qui n'arrivait jamais sur aucun serveur public. J'aime la structure. J'aime les règles, la logique manichéenne. Rien de tel que la maison. Clarissa se nourrissait des apparences. Ses cheveux, toujours d'une nuance champagne dorée, ne bougeaient jamais sans permission. Même son rire semblait avoir été auditionné. Dîner tous les soirs à 18h30. Serviette pliée de la même façon depuis 2007. Elle n'élevait pas la voix, ne jurait pas, ne craquait pas. Elle souriait malgré son malaise et planifiait sa vie comme une mise en scène sans aucune place à l'improvisation. Et j'avais appris à vivre avec. Peut-être parce que j'étais habitué au silence. Peut-être parce qu'Isla, notre fille, donnait à la maison moins l'impression d'être un musée, plus celle d'un foyer. Isla, 16 ans, était brillante comme la plupart des parents espèrent que leurs enfants le seront. Pas seulement ses notes, même si elle en avait à revendre, mais aussi sa curiosité et sa précision. Elle adorait démonter et améliorer les choses. Un jour, à 12 ans, elle a reconstruit notre lave-vaisselle avec une pièce imprimée en 3D qu'elle avait elle-même conçue. Et quand je l'ai surprise à fouiller dans mes vieux modèles structurels, son regard n'a pas demandé la permission. Il a demandé des plans. Nous étions à table pour l'un des dîners parfaitement préparés de Clarissa. Saumon grillé, riz sauvage, asperges coupées à la même longueur. À son arrivée, Silas Cromwell, son père, un homme dont le nom ouvrait des portes et dont la voix faisait se tenir les gens plus droits, juge à la cour supérieure, vénéré dans les milieux juridiques, craint de tous ceux qui l'ont un jour trahi, et mon beau-père. Techniquement, il est entré dans son uniforme habituel, costume gris anthracite, pochette en forme de scalpel, chaussures noires cirées qui ne se salissaient jamais. Il ne m'a pas serré la main. Il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il dit, c'est l'odeur du saumon du commerce, ou quelqu'un a-t-il enfin appris à cuisiner à Massonne? Clarissa rit comme un charme. Je hochai la tête et tirai sa chaise. Son dédain n'était pas nouveau, mais il était toujours vivace. La conversation dériva rapidement vers l'avenir d'Isla. Silu lança, comme si c'était déjà décidé. Il est temps qu'on commence à parler sérieusement de droit, dit-il en lui tendant les asperges comme s'il s'agissait d'un verdict. Harvard propose une excellente formation préparatoire au droit. On a des contacts. Isla leva les yeux de son assiette, un sourcil levé. En fait, je penchais pour l'ingénierie. Peut-être le MIT ou Caltech. Cette seule phrase suffisait à briser l'illusion. Les yeux de Silu se plissèrent une fraction de seconde, mais ce fut suffisant. Ingénierie, répéta-t-il comme elle l'avait dit, dansant burlesquement. Ma chérie, le droit ouvre des portes. C'est une tradition familiale. Clarissa hocha la tête. Ton grand-père veut juste ce qu'il y a de mieux. Isla, tu es doué. Tu pourrais être tout ce que tu veux. Pourquoi te limiter? Je regardai Isla pincer les lèvres. Réparer les choses n'est pas une limite, dit-elle doucement. C'est une direction. Silu posa son verre de vin avec un peu trop de force. Le cristal résonna comme une sonnette d'alarme. Le reste du dîner fut embarrassant. Clarissa parlait trop. Silas souriait trop fort. Isla gardait la tête haute, mais je pouvais voir la tempête dans ses yeux.
lorsque la table fut enfin débarrassée et que chacun se fut retiré dans ses petites routines, je me dirigeai vers mon bureau, la seule pièce de la maison qui n'avait pas été assainie par l'esthétique de Clarissa. De ma chaise près de la fenêtre, je contemplais le crépuscule qui s'installait sur notre jardin. Les lampadaires venaient de s'allumer, projetant une faible lueur orangée sur l'allée. Et c'est là que je les vis, Clarissa et Silas, debout juste derrière les haies, me tournant le dos, parlant à voix basse. Clarissa, les bras croisés, hochait lentement la tête tandis que Silas gesticulait, une main fendant l'air d'un geste vif et délibéré. Je n'entendais pas ses paroles, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais cette posture, son inclinaison, sa façon de se tenir comme une enfant attendant des leçons. Je l'avais déjà vue lorsqu'elle avait convaincu Isla d'abandonner son tournoi de robotique pour assister au concours de beauté d'un cousin. Lorsqu'elle m'avait conseillé de porter une autre cravate à son gala de départ à la retraite, car elle allait mieux avec son costume. Elle s'était pliée sous lui. Elle l'avait toujours fait, mais là, c'était différent. Ma poitrine se serra en les regardant. Silu regarda autour de lui, puis dit quelque chose qui fit légèrement tressaillir Clarissa, mais elle hocha quand même la tête. Il lui toucha le bras et elle le laissa faire. Puis elle jeta un coup d'œil vers la maison, vers ma fenêtre. Je me reculai lentement, hors de vue, le cœur battant la chamade. Quelque chose avait changé. Quelque chose que je n'étais pas censé voir. Ce soir-là n'était pas un simple dîner gênant. C'était le début d'un calcul. Un mouvement derrière le rideau. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je restais éveillé, les yeux rivés sur le ventilateur de plafond, le regardant tourner lentement, hypnotiquement, tandis que Clarissa respirait doucement à côté de moi. Je m'étais habitué au secret dans ma vie professionnelle, mais là, c'était différent. Ce n'était pas une base. Ennemi ni un client compromis. C'était chez moi. Et ma femme, des répétitions parfaites. Silu m'avait toujours détesté. Mais maintenant, il complotait dans mon allée comme si c'était son tribunal. Et Clarissa, elle, ne me défendait pas. Elle participait. Ce n'était plus seulement une question de faculté de droit. Ni pour Isla, ni pour moi. C'était quelque chose de plus grand. Et cette nuit-là, tandis que les ombres dansaient sur le mur de notre chambre, j'ai senti que ça commençait. Le dénouement derrière notre vie idyllique. Je ne savais pas encore ce qui allait arriver. Mais j'étais absolument certain d'une chose, je ne l'imaginais pas. La guerre avait déjà commencé, et le champ de bataille était ma propre maison. J'ai commencé à remarquer les petites incohérences. D'abord, les réunions du club de lecture de Clarissa semblaient toujours anodines. Des discussions sur Tolstoï ou le dernier best-seller, jusqu'à ce que ces entrées d'agenda se multiplient sur ma tablette. Le club de lecture des mardis et jeudis, tapait-elle en tapotant son ongle parfaitement manucuré avant d'envoyer. Mais je la regardais filer hors de la maison ces soirs-là, habillée non pas pour le thé et les scones, mais avec des vestes sur mesure et des talons qui claquaient sur le trottoir. Mon instinct me disait que c'était plus qu'une simple discussion littéraire. Je l'ai suivie un jeudi, garée à 2 pâtés de maison de là, à l'abri des haies ombragées. À travers les vitres teintées de sa berline, je l'ai vue inspirer un souffle tremblant, lisser sa jupe et entrer dans une élégante maison de ville près de Main Street. Je suis descendu de ma voiture et j'ai fait le tour jusqu'à l'entrée latérale où une sonnette discrète a sonné. Elle a sonné et j'ai vu la porte se refermer derrière elle. Un instant plus tard, elle s'est ouverte sur un homme descendant un escalier de marbre. Reed Langston. C'était le genre d'homme qui rayonnait d'assurance comme un projecteur de tribunal. Costume impeccable, manchette scintillante. Il avait l'air d'un acteur, chaque mouvement répété. Lorsque Clarissa apparut, il la salua d'une légère révérence, effleurant les doigts des siens tandis qu'il l'entraînait plus profondément dans le couloir. Ils se penchèrent en discutant, trop proches pour une conversation d'affaires innocentes. Son expression était un sourire narquois sous des manières polies. La sienne était particulière, les yeux baissés, hochant la tête comme une étudiante devant un professeur exigeant. Ce soir-là, je me suis penché sur le parcours de Reed. C'était un avocat de la défense réputé, connu pour avoir sauvé des géants et des clients prestigieux. Il défendait des concurrents et des projets d'architecture que mon cabinet avait perdus. Il était lié à Silu par le biais de sociétés juridiques et de conseils d'administration d'associations caritatives. Le schéma devint clair. Clarissa et Reed ne se rencontraient pas pour une analyse de fiction. Ils complotaient et son père tirait les ficelles. Isla remarqua ma distraction le lendemain matin au petit déjeuner. Je la regardais remuer son porridge,
le front plissé d'inquiétude. « Papa, tu étais parti, dit-elle doucement. Je forçai un sourire et lui ébouriffai les cheveux, pensant à un défi de design au travail, mais elle n'y crut pas. Plus tard, alors que je fermais mon ordinateur portable dans le bureau, elle se glissa derrière moi. Grand-père n'arrêtait pas de me parler de droit. Je lui ai dit que je préférais les maths et la mécanique, mais il refusait. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'exaspération, comme si elle se débattait avec un problème récalcitrant. Je m'accroupis à côté d'elle, la regardant droit dans les yeux. « Grand-père te met la pression ?» demandai-je. Elle hocha la tête une fois. Il dit, « Les ingénieurs construisent des choses. Les avocats construisent des héritages. » Elle essaya de rire, mais son rire fut creux. Je lui pris la main et la serrai. Je trouverai une solution. J'avais promis plus pour me calmer que pour la sienne. Chaque soir par la suite, je suivais Clarissa. Je traçais ses itinéraires, notais son heure de départ et revenais. J'ai placé un petit enregistreur audio sous son siège passager et enregistré des conversations à voix basse qui ont confirmé mes craintes. Silas orchestrait l'avenir d'Islao. Reed était l'opérateur, et Clarissa, leur complice involontaire. Elle parlait de plans et d'échéanciers, des mots comme des points à l'ordre du jour plutôt que comme les espoirs d'une fille. Un soir, à son retour, j'ai confronté Clarissa. Elle a semblé surprise, comme surprise en train de s'adonner à une habitude inhabituelle. « Que fais-tu avec Reed Langston ?» ai-je demandé à voix basse, les lèvres pincées. « J'assure l'avenir d'Islao », a-t-elle rétorqué. « Tes projets sont imprévisibles. La loi est stable. » Silu m'a aidé à le comprendre. J'ai ressenti une vague de rage assez forte pour marteler les murs. C'est le plan de ton père, pas le sien. Elle a pris une inspiration, les mains tremblantes. Je ne risquerai pas son avenir dans ton monde instable. Ces mots ont résonné comme un verdict. Elle avait déjà pris sa décision. J'ai alors compris que j'avais affaire à bien plus que des adultes intrigants. Je luttais contre les convictions de ma femme, sa peur de perdre sa vie confortable. Elle croyait qu'il était de son devoir de faire d'Isla une future avocate. Dans son esprit, elle protégeait notre fille. Dans le mien, elle la trahissait. J'ai contacté Quinn Rhodes, un vieil allié de l'époque où je travaillais dans les renseignements. Quinn avait quitté l'armée pour diriger une société privée d'analyse cybernétique. J'ai partagé les enregistrements de surveillance, les fichiers audio, les schémas reliant Silu et Reed. Le regard de Quinn s'est assombri en écoutant. Il dirige un réseau, a-t-il dit. Les familles d'entrepreneurs qui osent repousser les limites sont évincées. Le droit est leur arme. Ils utilisent leur réputation et influencent les juges pour les contraindre à se conformer. Le cas d'Islao en était l'exemple le plus flagrant. Juste devant notre allée, ils ne se contentaient pas de la convaincre de faire des études de droit. Ils aculaient les esprits, les perturbaient. Il fallait briser ce cercle vicieux. Quinn et moi avons retracé les flux financiers, les dons de la fondation juridique de Reed vers le fonds de campagne judiciaire de Silu. Nous avons cartographié les événements caritatifs, les clubs sociaux, les cours privés où l'on recrutait la prochaine génération d'héritiers dociles. Le réseau était vaste, dissimulé sous des façades philanthropiques. Pendant ce temps, je gardais Isla près de moi. Je l'aidais à résoudre des problèmes d'ingénierie, je l'emmenais dans des laboratoires, je la mettais en contact avec des contacts au MIT. Je l'aidais à participer à des clubs et ateliers de robotique, les présentant comme des aventures père-fille. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de schémas et de calculs de charges. Son rire revint, cassant au début, puis de plus en plus fort. Elle reprit sa passion, se cramponnant à la promesse que je lui chuchotais à l'oreille. Personne ne peut choisir ta voie, sauf toi. Clarissa continua de faire du bénévolat aux événements de la Fondation Silu, souriant à chaque poignée de main et applaudissement. Lorsque je la croisai dans l'escalier, elle détourna le regard comme un avocat coupable, évitant tout contact visuel. Je me demandais un instant si elle me reconnaissait vraiment comme l'homme qu'elle avait épousé, ou si je ne me voyais qu'une simple note de bas de page dans le grand projet de son père. Un soir, Eslao trouva un dossier caché sur l'ordinateur portable de sa mère. Des courriels entre Clarissa et Reed détaillaient l'inscription d'Islao au cours, ses relevés de notes et même ses propositions de bourse. Le ton de Claire était formel, exhortant Reed à conclure les arrangements avant que Mason n'intervienne. Isla me fixait, la douleur et la confusion perçant son regard. Je la pris dans mes bras et murmurai, « On va te reprendre en main. » Cette nuit-là,
je dormis peu, l'angoisse me serrant de plus en plus. Demain, je prendrai des contre-mesures, je préparerai mes propres bases de renseignements et je dévoilerai le complot. Mais pour ce soir, je serrai ma fille contre moi, lui promettant son autonomie dans un monde qui s'efforçait tant de scénariser son histoire. À l'aube, j'avais pris ma décision. Je protégerai l'avenir d'Isla, quel qu'en soit le prix. Et cela impliquait de démettre ma femme et mon beau-père de leurs fonctions. Le jeu était lancé et j'avais tous les éléments nécessaires. Le schéma était apparu. Il était temps de le briser. Cela s'est produit un jeudi comme les autres, jusqu'à ce que l'appel de Clarissa vienne briser notre vie soigneusement orchestrée. J'étais en train d'examiner les plans d'un centre d'opération souterrain lorsque mon téléphone a vibré sous l'effet de la panique. Mason, Eslao a été arrêté, a-t-elle murmuré, la voix tremblant si violemment que j'ai failli laisser tomber les plans. On dit qu'elle fabriquait de la méthamphétamine au laboratoire de Yale, à New Haven. Ils ont des preuves. Mon sang s'est glacé. De la méthamphétamine. Ma fille arrêtée pour production de méthamphétamine. Les mots ne collaient pas. J'ai attrapé mon manteau et mes clés et me suis précipité dehors. Chaque lampadaire était une horloge qui tournait. Au commissariat, la lueur fluorescente peignait la blouse d'Isla d'un blanc fantomatique derrière la vitre. Elle était assise, affalée sur un banc métallique, les mains menottées, les yeux écarquillés de confusion. Je l'observais depuis la salle d'observation, le cœur battant si fort que j'entendais à peine les questions résonner dans le couloir. Comment était-elle arrivée là? Une chimiste devenue fabricante de drogue. Pendant la nuit, le lieutenant de police a récité les chefs d'accusation. Du matériel chimique a été retrouvé caché dans un casier. Des produits chimiques de laboratoire ont disparu. Vidéo de surveillance montrant Islatar la nuit dans des zones interdites. J'ai réfléchi à toutes les possibilités. Quelqu'un avait dû dissimuler les preuves. Personne dans notre famille, personne de ma connaissance ne voulait ça, à part Silas Reed. Soudain, le schéma s'est mis en place. Leur réseau de manipulation judiciaire ne se limitait pas à la pression professionnelle. Il allait jusqu'à la complicité pure et simple. Quand j'ai enfin rejoint Eslao, elle a levé les yeux, les larmes aux yeux, la voix brisée. « Papa, je n'ai rien fait de tel. Je te le promets. » J'ai appuyé sur la vitre, espérant qu'elle comprenne que j'étais là, que j'allais arranger ça. À cet instant, tout a basculé. La station est devenue notre champ de bataille. Je lui ai promis de démonter toutes les fausses preuves. J'ai exigé de voir les images de sécurité, et ils m'ont montré des images granuleuses d'une silhouette encapuchonnée dissimulant des matériaux de laboratoire. Mais les métadonnées avaient été effacées. La chaîne de possession était une plaisanterie. J'ai vu le visage stoïque d'Eslao s'effondrer tandis que Clarissa fondait en larmes non loin de là, sanglotant à voix basse auprès de Silu pour s'excuser. J'ai réalisé que Clarissa croyait au mensonge, ou s'en était convaincue avant de croire notre fille. Cette prise de conscience me brûlait plus que toute trahison que j'avais connue. J'ai fait irruption dans le bureau du lieutenant, exigeant un rendez-vous avec le procureur. C'est un coup monté, ai-je dit en frappant le bureau du poing. Ma fille est innocente, et vous allez bientôt savoir pourquoi. Mais le procureur haussa les épaules et dit, la réputation de notre famille ne comptait pas devant son tribunal si le juge Cromwell, hésitait à se récuser. Silu avait discrètement organisé l'assignation. Il dominait le tribunal. Dehors, j'ai trouvé Quinn qui attendait dans la voiture, les yeux noirs d'inquiétude. Je suis monté à bord et j'ai aboyé la situation. Quinn a expiré lentement, puis a sorti une clé USB. J'ai examiné toutes les affaires dont votre fille est accusée. Toutes des coups montés similaires, toutes jugées par Cromwell ou ses confidents. Ils appellent ça leur opération de nettoyage. J'ai ressenti une vague de fureur vertueuse. Nous ne nous battions pas seulement pour la liberté d'Islao. Nous luttions pour dénoncer un système fondé sur la corruption au plus haut niveau. Ce soir-là, j'étais assis à mon bureau, entouré de dossiers juridiques et de notes de laboratoire. Les murs de mon bureau se refermaient sur moi. Mais mon objectif s'éclaircissait. J'allais démonter chaque preuve, chaque empreinte digitale falsifiée, chaque image vidéo manipulée. J'obligerais le juge Cromwell à quitter son siège et tirerais Reed Langston hors de sa vue. Et je protégerais Esau d'un monde qui avait transformé sa passion pour la chimie en arme contre elle. À l'aube, j'ai agi. J'ai demandé une analyse indépendante des images de laboratoire. J'ai personnellement remis la demande à un expert médico-légal de confiance,
j'ai engagé une requête urgente en habeas corpus, invoquant des vices de procédure et des violations de la chaîne de possession. J'ai appelé Clarissa, lui ai donné rendez-vous au poste et l'ai vu lever ses hésitations avant de hocher la tête en signe de résignation. Dans la salle d'attente, j'ai feuilleté les manuels et les carnets de recherche de ma fille, ne trouvant aucune trace de technique de stupéfiants, seulement des équations chimiques et des protocoles de sécurité. J'ai refermé le classeur et j'ai croisé son regard à travers la vitre, jurant silencieusement, « Je te laverai, Isla ». Elle a esquissé un sourire tremblant, et pour la première fois depuis le début de cette nuit, j'ai vu la détermination vaciller derrière sa peur. Nous n'étions plus des victimes. Nous étions des combattantes. Et la chute qu'elles avaient orchestrée serait le catalyseur de l'effondrement de leur empire. Ils sont arrivés à notre porte juste après l'aube. 2 SUV noirs et élégants s'arrêtaient dans notre allée immaculée, comme s'ils appartenaient à une faction rivale menant une OPA hostile. J'ai ouvert la porte, chemise froissée, résolument froissée, prête à affronter le prochain front. Mais rien dans mes pires scénarios ne m'avait préparé à la vue de Silas debout sur mon porche, flanqué de Reed Langston et de 2 procureurs fédéraux au regard noir. Les lèvres de Silas s'étirèrent en un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux tandis qu'il sortait une offre soigneusement dactylographiée d'un porte-document en cuir. Mason, dit-il d'une voix douce comme du marbre poli. Nous avons décidé de faciliter les choses pour tout le monde. Isla peut éviter les tracas d'un procès. Si elle plaide coupable de chef d'accusation moins grave, d'utilisation abusive de matériel, elle sera mise à l'épreuve. Pas de prison, pas de détention fédérale. On peut finaliser ça aujourd'hui, acquiesça Reed en poussant le dossier. Je vis Isla derrière moi dans le salon, serrant ses carnets comme un bouclier, les yeux écarquillés mais résolus. Mon cœur se serra à l'idée qu'elle avoue un crime qu'elle n'avait pas commis, que son nom soit entaché d'un faux témoignage pour leur épargner le travail de démêler leur propre corruption. Mon pouls battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Je remerciai Silas pour sa considération avec le ton calme que j'utilisais lors des briefings sur la conception d'un abri anti-tempête. Mesuré, précis, mais intérieurement, je calculais les angles de la tromperie. Clarissa se tenait près de mon épaule, son expression mêlant soulagement et peur. Elle murmura, « S'il vous plaît, dites oui. » Comme si la liberté d'Eslao était une affaire à conclure comme un électroménager à prix réduit. Je sentis un tremblement entre eux. Comme si ma femme et mon beau-père étaient unis pour vendre l'avenir de notre fille, je m'écartai et les invitai dans le bureau, fermant la porte avec un léger clic qui résonna comme un défi. Reed commença à énumérer les termes, récitant des clauses sur l'acceptation de responsabilité, la renonciation aux appels, la renonciation à toute réclamation pour vice de procédure. Lorsqu'il mentionna la peine maximale de 10 ans en cas de refus, les lèvres d'Isla tremblèrent. « Je préférerais mourir plutôt que de plaider coupable », murmura-t-elle si bas que je faillis la manquer. Ce regard, sa détermination de faire teinter de peur, éveilla en moi quelque chose de plus fort que n'importe quel contrat ou aveu forcé. J'interrompis Reed. Nous ne signerons pas de faux aveux. Nous n'en discuterons même pas tant qu'un enquêteur impartial n'aura pas examiné chaque élément de preuve. Le sourire de Reed s'affina comme une lame. Vous ne faites que prolonger sa souffrance, dit-il. Si vous portez l'affaire devant les tribunaux, elle risque 10 ans derrière les barreaux. Réfléchissez bien. Mon regard se porta sur Clarissa. Elle semblait déchirée. La culpabilité et le soulagement se lisaient derrière ses traits contrôlés. Je compris alors qu'elle croyait à ce mensonge, alors qu'elle croyait que ce mensonge nous protégerait tous. Elle était prête à sacrifier l'intégrité de notre fille pour l'illusion de la sécurité. Ce moment a renforcé ma position. Aucun compromis. Je me suis retourné vers Silas et lui ai dit sans détour, tu peux proposer une probation ou tu peux proposer justice. Ce sont vos 2 seules options. Le silence se fit dans la salle, comme si j'avais lancé une accusation sans opposer de résistance. Le visage de Silas resta impassible, mais je perçus le pincement de sa mâchoire. Il referma le dossier avec un calme délibéré. Très bien, dit-il doucement. Allez au procès, puis il recula et hocha la tête pour lire. Les procureurs rassemblèrent leurs documents et partirent sans un mot, leurs pas sur le parquet s'estompant comme des tambours lointains. Clarissa s'affaissa sur le bord du bureau, la tête entre les mains, et je m'agenouillai près de notre fille et passai mon bras autour de ses épaules. Ils nous jetteront tout ce qu'ils ont, dis-je doucement en croisant le regard d'Isla. Mais je démantèlerai tous les mensonges. Je démasquerai leur réseau. Je te protégerai, acquiesça-t-elle, les yeux brillants de larmes et d'une détermination farouche.
Dans ce silence pesant, je ressentis la gravité de ce qui m'attendait. Pas seulement une bataille judiciaire, mais une guerre à grande échelle contre la corruption, imprégnée jusqu'aux plus hauts échelons du pouvoir. Alors que je me levais pour ouvrir les stores, la lumière matinale se brisa contre la vitre comme une promesse. Il n'y aurait pas d'issue sûre, pas de raccourci pour qu'Isla puisse reconquérir son nom. Nous devrions foncer tête baissée dans la tempête qu'ils avaient créée. J'ai rassemblé les notes de recherche de ma fille, me préparant à armer notre défense de sa propre passion pour la chimie, et me suis préparé à l'assaut à venir. Car plaider coupable n'était jamais une option. La justice signifierait plus que la liberté. Cela signifierait briser le mensonge en son cœur. Et c'était un combat que j'étais né pour gagner. Je me suis complètement caché dès que la poussière est retombée après notre dernière confrontation. Il n'y a eu ni grande annonce, ni cri de ralliement théâtral, juste le passage silencieux du choc à l'action. J'ai commencé par transformer notre maison en centre de commandement. Mon bureau, autrefois bien rangé avec des plans et des croquis de maquettes, débordait maintenant de photos de surveillance, de dossiers juridiques et de disques durs cryptés. Je les ai classés par catégorie. Pistes financières, manœuvres juridiques, correspondance personnelle. Chaque pile représentait un brin de notre réseau d'adversaires. Mes mains bougeaient avec je pratiquais la précision, comme si je rédigeais un plan d'architecture. Seulement, la structure que je concevais était la forteresse de preuves que nous utiliserions pour mettre Silu et ses alliés à genoux. La première chose à faire était de révéler l'ampleur de la manipulation judiciaire. J'ai fait appel à mes contacts de l'époque où je travaillais pour la défense, des agents qui avaient accès aux archives des assignations judiciaires, aux dossiers et aux demandes de récusation des juges. J'ai découvert une tendance. Les affaires menaçant les intérêts des entrepreneurs liés à Reed Langston ou à la Fondation Cromwell étaient attribuées de manière disproportionnée à des juges ayant des liens personnels ou financiers avec la famille. Les preuves des requêtes en récusation étaient discrètement retirées. Les demandes de communication étaient rejetées sans explication. Les appels étaient retardés jusqu'à l'expiration des délais de prescription. Les transcriptions des audiences avaient été modifiées, omettant des audiences entières. Le réseau avait truqué le système de manière si complète que même les avocats chevronnés n'en remarquaient les signaux d'alarme que lorsqu'il était trop tard. Pendant ce temps, Quinn Rhodes travaillait sans relâche sur le front numérique. Il traçait les entêtes et les métadonnées des emails pour exposer les canaux secrets par lesquels Reed et Silas communiquaient. Il a découvert un serveur privé utilisé pour des discussions cryptées, un forum interne où ils échangeaient des informations sur des héritiers problématiques et des stratégies de gestion de dossiers, comme s'ils coordonnaient un conseil d'administration plutôt que de déterminer le sort de personnes réelles. Nous avons trouvé des registres de paiement montrant des contributions du cabinet d'avocats de Reed à une fondation caritative contrôlée par Silu. Des fonds destinés à la promotion de l'éducation. Une couverture pour influencer les conseils scolaires afin d'orienter les élèves vers des voies légales. Plus Quinn creusait, plus l'étendue des faits devenait alarmante. Des familles dont les enfants présentaient des aptitudes inhabituelles en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, STEM, avaient été attirées vers le droit par des bourses, des programmes de mentorat et la pression émotionnelle. Ceux qui résistaient étaient confrontés à des délits inventés de toutes pièces ou à des annonces soudaines de mise à l'épreuve académique qui faisaient capoter leurs admissions à l'université. Il s'agissait d'une machine à corruption systémique, et Isla n'était que le dernier pion à s'embraser lorsqu'elle osait défier le récit. À mesure que les tendances se cristallisaient, j'ai constitué notre propre dossier de preuves. J'ai enregistré des entretiens avec des témoins de familles ayant subi discrètement des sorts similaires, dont les parents des enfants ont été exclus de stages prestigieux, des étudiants accusés de plagiat ou de mauvaise conduite sur la base de déclarations superficielles. Une mère a pleuré en décrivant la tentative de suicide de son fils, incapable de gérer la honte d'être qualifié de délinquant juvénile. Un autre père a frappé du poing sur une table en racontant comment la bourse d'études de sa fille avait disparu du jour au lendemain, la fondation Reed ayant discrètement bloqué sa demande de subvention. Chaque témoignage creusait en moi une colère plus profonde, mais renforçait aussi ma détermination. Nous ne nous battions pas seulement pour Isla. Nous nous battions pour chaque jeune esprit qu'ils avaient manipulé, chaque famille qu'ils avaient terrorisée avec leur spectacle de marionnettes en coulisses. De retour à la maison, j'ai protégé Eslao en l'immergeant dans la mission. Je lui ai montré les journaux de serveurs que Quinn avait décryptés, lui enseignant les bases de l'investigation numérique afin qu'elle puisse vérifier elle-même l'authenticité des eurodatages. Je lui ai expliqué les feuilles de calcul financières qui remontaient les dons de l'entreprise Reed jusqu'à des comptes offshore déguisés. Comme des fonds universitaires. Elle s'y pencha, les yeux brillants de cette étincelle familière de curiosité.
Pour la première fois depuis l'arrestation, je la vis sourire avec détermination plutôt que par peur. Ensemble, nous avons construit une chronologie de l'influence de Silas. De son arrivée au comité de surveillance judiciaire à sa formation de professeur de droit pour en faire ses dénicheurs de talents personnels, un réseau si vaste et tortueux que sa complexité me rendit à la fois euphorique et écœurante. Au milieu de nos préparatifs, je confrontai de nouveau Clarissa. Je lui exposai les preuves. Des courriels qu'elle avait oublié de supprimer. Des photos de son père et de Reed se rencontrant dans des clubs privés. Des témoignages de ses propres événements caritatifs. Elle me regarda avec un mélange de honte et de peur. Sa façade polie se fissurait. Je ne savais pas, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je pensais assurer son avenir. La douleur de sa confession était plus vive que le dédain glacial de Silu. Je compris que la croyance avait été leur arme la plus insidieuse. Si vous convainquez quelqu'un qu'il protège son proche en le trahissant, vous neutralisez leur loyauté et brouillez les frontières du bien et du mal. Je lui ai proposé un choix, se joindre à nous maintenant. Reconnaître la vérité et contribuer à démasquer son père, ou se retirer et accepter les conséquences de son silence. Elle a hésité, mais dans ses yeux, j'ai vu une lueur de remords. Et je crois qu'au fond d'elle, la mère qui adorait Islao existait toujours. Notre plan pour renverser la situation dépendait du timing. Nous avions besoin d'une révélation publique si puissante qu'il n'y ait aucune place pour les victimes réduites au silence ou les procureurs sous pression pour la dissimuler. J'ai fait appel à un ancien enquêteur de la déontologie judiciaire, une personne à la réputation irréprochable et sans lien avec notre affaire, pour présenter les preuves au ministère de la Justice, sous couvert de protection des lanceurs d'alerte. Pendant ce temps, Quinn a fourni des documents corroborants aux principaux journalistes d'investigation des principaux médias. Le jour où les révélations ont éclaté, j'ai vu les gros titres apparaître. Un juge sous le feu des critiques pour corruption et un réseau d'avocats exploitant le pouvoir judiciaire ont fait la une des journaux dans tout le pays. Les réseaux sociaux ont explosé lorsque les familles se sont manifestées, encouragées par nos révélations. L'opinion publique a basculé en notre faveur. Plus vite que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Islao était à mes côtés lorsque Silas et Reed furent appelés à témoigner pour la première fois lors d'une audience du Congrès sur l'intégrité judiciaire. Elle portait un tailleur sur mesure, de son choix, un clin d'œil à la voix qu'on essayait de lui imposer. Mais sa posture et son débit étaient indéniablement les siens, posés, éloquents, d'une intelligence redoutable. Je l'observais raconter son calvaire, les preuves de falsification, la coercition émotionnelle, la trahison de son père. Sa voix était ferme. Son courage emplissait la salle. Lorsqu'elle eut terminé, les applaudissements qui suivirent furent incivils. Ils furent tonitruants, témoignant du pouvoir de la vérité face à un homme qui maniait autrefois le silence comme une arme. À la fin de la semaine, Silas fut démis de ses fonctions dans l'attente d'une enquête. La licence d'avocat de Reed fut suspendue. Plusieurs affaires furent rouvertes. Notre bataille avait déclenché une prise de conscience au sein du système judiciaire. En rentrant chez moi avec Islao ce soir-là, le soleil se couchant sur notre rue parfaitement ordonnée, j'ai ressenti une haltérophilie. Nous avions renversé la situation, non pas par des menaces ou des prières, mais par des preuves et de l'intégrité. Et lorsqu'elle a glissé sa main dans la mienne, j'ai compris que le combat nous avait transformés tous les deux. Plus victimes ni pions, mais champions de la justice dans un monde qui en avait désespérément besoin. Nous savions qu'il fallait les inciter à l'excès de confiance avant de frapper. Alors, nous avons construit le coq parfait. J'ai préparé un scénario pour Islao. Défaite timide, incertitude tremblante, prêt à capituler. Le plan reposait sur le fait qu'elle appelle Silu elle-même. Nous avons donc mis en scène une rupture convaincante dans notre salon, baignée par la lueur dorée du crépuscule. Elle était assise recroquevillée sur le canapé, les joues ruisselantes de larmes, les mains agrippées à un dossier juridique froissé. « Papa » a-t-elle dit d'une voix tremblante comme une feuille au vent. « Je ne peux plus faire ça. Je plaiderai coupable. J'ai peur. » Tellement effrayé que je me suis tenu derrière elle, les bras croisés, masquant mon soulagement de la voir si bien jouer son rôle. Un silence est tombé sur la maison alors que l'appel passait. Sur le haut-parleur, le baryton de Siu crépitait. « Isla, chérie, je savais que tu verrais la raison. Vous faites le choix le plus intelligent. » Son ton suffisant était la fermeture de l'appât. La preuve qu'il croyait que sa peur était authentique. Il a pressé pour plus de détails. « Ils vous condamneront à 6 mois. » Il a dit.
Vous promettez de témoigner contre un fournisseur que vous connaissez? Isla avalait dur, les larmes scintillaient. Oui, grand-père, murmura-t-elle, voix petite. Si cela fait gagner du temps, a-t-il demandé des noms de collègues stagiaires, a menacé d'élargir les accusations. Chaque menace était appâtée avec des promesses de clémence. Elle a répété leurs noms, les fabrications que nous avons préparées avant que sa voix ne se brisait et elle a plaidé pour la miséricorde. Dès que Silly a raccroché, je me suis expiré. Il s'était parfaitement passé. Je me suis assis avec Islao sur le canapé et je l'ai tapoté. Tu as bien fait, dis-je doucement. L'étape suivante a été de sécuriser la preuve. Quinn a activé à distance un enregistreur vocal discret dans la pièce, capturant chaque mot. J'ai téléchargé la transcription et les fichiers audio cachés sur notre lecteur chiffré. Maintenant, nous avions la propre voix de Silly à exiger un faux témoin et à tirer parti du pouvoir judiciaire pour la corruption. Le lendemain matin, j'ai livré une assignation déguisée en une demande de découverte standard exigeant les communications de Silas concernant le cas d'Isla. Je m'attendais à ce qu'il essaierait d'esquiver, mais la conversation enregistrée nous a donné l'effet de levier pour forcer la conformité. Pour renforcer la pression, j'ai organisé un audit interne de son dossier de conduite judiciaire. Le greffier du tribunal, sympathique à notre cause après avoir vu les preuves de montage que Quinn a dénichées, a tranquillement accéléré notre demande. Silas, qui s'est tarié du contrôle, a réagi avec une rage à peine voilée. J'ai regardé depuis la salle d'audience alors qu'il serrait la mâchoire, refusant de cligner des yeux alors que notre avocat a présenté des preuves de falsification, de coercition et de parjure. Sa façade s'est craquée lorsque le conseil adverse a joué des extraits des appels enregistrés. La galerie murmura alors que son expression passait de l'indignation à la panique. Mais nous n'avons pas fini. Reed Langston, ressentant sa propre exposition, a tendu la main à travers des canaux arrière exigeant une réunion. Il m'a invité à un endroit neutre sous le couvert de négocier un règlement pour maintenir le scandale sous les raps. J'ai accepté, prévoyant de lui nourrir une désinformation qui démêlerait son réseau de défense. Nous nous sommes rencontrés dans une chambre privée dans un hôtel du centre-ville. Roseau assis à une extrémité de la table en acajou, sourit en place, la confiance rayonnante. Il a commencé par exposer une fausse offre de paix. Silas se retirerait tranquillement si nous rétractions toutes les réclamations et acceptait l'approbation. J'ai feint l'intérêt, j'ai posé des questions pointues et je l'ai laissé croire qu'il négociait à partir d'une position de force. Chaque mot qu'il a prononcé a été enregistré via un micro caché dans ma veste, construisant une deuxième couche de preuves contre lui. Sur le chemin du retour, j'ai passé en revue les enregistrements et traduit mon prochain déménagement. Les admissions de Reed ont démontré son rôle dans la fabrication de preuves et la corruption des officiers du tribunal. Mon cœur a martelé de satisfaction. Les fils de leur complot émouvaient une confession à la fois. J'ai transmis le dossier incriminant à la section d'intégrité publique du ministère de la Justice avec une note de couverture exigeant une action immédiate. J'ai également copié le journaliste enquête principale et j'ai proposé des extraits exclusifs qui enverraient des ondes de choc via la communauté juridique. De retour à la maison, Isla et moi avons parcouru le plan de l'audience. Elle témoignerait de la manipulation émotionnelle, des menaces à sa liberté et de la façon dont Siu et Reed avaient armé son amour pour la chimie contre elle. Elle a pratiqué devant un miroir, le renforcement de la voix à chaque répétition. Elle a soigneusement sélectionné sa tenue, un blazer au charbon de bois et un chemisier blanc, projetant à la fois la dignité et la vulnérabilité. Alors qu'elle parlait ces lignes, j'ai vu la transformation de l'adolescent effrayé à un défenseur féroce de la vérité. Lorsque le jour de l'audience est arrivé, la salle d'audience était remplie de médias, de collègues et de familles dont les enfants avaient subi un destin similaire. Isla est entrée, la tête haute et s'est assise à côté de moi. Elle m'a accueilli avec un signe de tête confiant. Alors que le juge appelait la session pour ordonner, j'ai regardé Reed se déplacer nerveusement sur son siège, le pallard de Silas s'échappant de son visage. Isla a pris position et dans une voix claire et inébranlable a décrit leur complot, les appels téléphoniques, les fausses preuves, la promesse d'une phrase clémente en échange de faux témoignages. J'ai jeté un coup d'œil au banc du juge. Le même juge qui se moquait plus tôt des récusations était maintenant assis avec de la gravité gravée sur son visage alors qu'elle écoutait. Après le témoignage d'Eslao, notre avocat a présenté les enregistrements enregistrés, les transcriptions et les documents financiers reliant l'entreprise de Reed à la fondation de Silu. Le juge s'arrêta, s'éclaircit la gorge et s'adressa au tribunal. Ce comportement est odieux et inadmissible. Non seulement ces accusations seront rejetées,
mais une enquête complète sera lancée dans la conduite du juge Cromwell et de M. Langston. Un silence est tombé, puis une ondulation de réaction stupéfaite. Les yeux de Silly se sont précipités à Clarissa dans la galerie. Elle détourne les yeux, les larmes débordant. La posture de Reed s'est effondrée dans l'immobilité. Lorsque le greffier a déclaré que Eslaw a été exonéré et que le tribunal poursuivait des audiences disciplinaires, la salle d'audience a éclaté dans des chuchotements. J'ai senti la main d'Eslaw se glisser dans la mienne, tremblant mais triomphant. Le poids qui avait appuyé sur notre famille a commencé à se soulever avec cette seule déclaration. La justice avait prévalu. Silas a été conduit dans des menottes quelques heures plus tard. La licence de loi de Reed a été immédiatement suspendue en attendant la procédure de désactivation. Ce soir-là, alors qu'Isla et moi sommes rentrés chez nous dans les rues tranquilles du Connecticut, je me suis émerveillé de la façon dont le piège que nous nous sommes fixés avait tenu rapidement. Nous avions tourné leur propre tactique contre eux, contraint les confessions, planté des preuves, la pression judiciaire et exposé leur corruption à voir. Et ce faisant, nous avions récupéré l'avenir d'Islao et brisé le réseau qui avait cherché à la contrôler. Dans ses yeux, j'ai vu un soulagement et une fierté. Dans mon cœur, j'ai ressenti la satisfaction solennelle d'un père qui ferait tout ce qu'il fallait pour protéger son enfant. L'appât avait été pris. Le piège avait surgi et maintenant les prédateurs étaient exposés dans leur chute. Le matin de l'audience d'appel est arrivé net et clair, un contraste frappant avec la tempête des émotions qui se promenant en moi. J'ai conduit Isla au palais de justice en silence. La radio se déshabille, mes jointures larges autour du volant. Derrière nous, l'enveloppe est allongée dans ma mallette. Les munitions que nous avions minutieusement assemblées au cours des dernières semaines. Dossier financier montrant les paiements de la société de Reed Langston à la fiducie caritative de Sil Cromwell. Les chaînes de courrier électronique entre Clarissa et Reed complotent le sort d'Islao. Les journaux de séquence et les écarts de métadonnées altérés ont été signalés par notre analyste médico-légal. Transcription de témoignages d'autres familles ciblées. Et le plus accablant de tous, la voix de Silas sur bande exigeant que notre fille fasse de faux témoignages contre ses camarades de classe. Nous sommes arrivés à la grande façade des piliers en marbre et des portes lourdes en chêne, et j'ai ressenti ce picotement familier de but, la même clarté que j'avais senti une fois sur un projet architectural complexe. Ce n'est que maintenant, la structure que nous démentalisons était la corruption elle-même. À l'intérieur, j'ai repéré Clarissa dans la galerie, carte de portefeuille pâle et les mains pliées. Ses yeux ont rencontré les miens pendant un moment avant de s'éloigner, de culpabilité et de honte dansant sur ses traits. Je ne lui ai pas épargné plus que ce regard. Mon objectif était en tête sur la salle d'audience où notre sort et le sort de tant d'autres seraient décidés. Le juge Mercey, le juge président, s'est assis derrière son banc avec une expression d'une grande attention. Elle s'était déjà récusée de tout lien avec les Cromwell, une décision mise en mouvement par nos requêtes préliminaires. À côté d'elle, le greffier était prêt et de l'autre côté, Reed Langston a perché à une table, projecteur éloigné en main. Silas s'assit une rangée derrière lui, les yeux fixés sur l'espace vide où nos preuves empilaient la présentation. La porte s'est ouverte et Islao et je suis entré. À ses côtés, j'ai offert un petit signe de tête et elle l'a retourné avec une confiance calme. Nous avons pris des sièges à la table du demandeur. L'opposition du conseil a d'abord augmenté, offrant une ouverture qui a rétabli les accusations d'utilisation de l'équipement, soulignant la nécessité de protéger l'intégrité du laboratoire fédéral. Leur argument a été écrit et creux. Ensuite, notre tour. J'ai soutenu et introduit notre requête en rejet en fonction de la preuve nouvellement découverte de fabrication, de coercition et d'irragitation judiciaire. Ma voix était stable alors que je remettais l'enveloppe au greffier. Votre honneur, j'ai dit, nous demandons l'examen immédiat par le tribunal de ces documents. Le greffier a ouvert les limites et a commencé à distribuer des fichiers. Les murmures ont percuté dans la salle d'audience tandis que le juge Mercey se penchait en avant, traversant les feuilles de calcul financières montrant une trace rouge de transfert de fils mensuels déguisés en contribution aux bourses. Mes yeux ont suivi son doigt dansant sur des colonnes de nombres. Puis une pause, elle leva les yeux et a rencontré la mienne, que j'ai tenue avec une résolution inébranlable. Ensuite, notre expert médico-légal a prêté serment. Il a détaillé son analyse. Les horodatages de métadonnées qui ont révélé des modifications des images, la chaîne de violation de la garde où les journaux de preuve ont obligé des signatures forgées et des empreintes numériques prouvant que les vidéos ont été manipulées après les séances de stagiaires d'Esla.
Le silence régnait alors qu'il démontrait des comparaisons de gabarres side-by-side des journaux de caméras de laboratoire originaux par rapport aux fichiers doctor utilisés contre elle. La mâchoire de Reed se serra, les joues de Silu se sont épuisées de couleur. Ensuite, j'ai appelé Isla au stand. Elle s'avança, Chin se leva. Sous serment, elle a décrit les appels téléphoniques avec son grand-père, le cajolage, les menaces, la promesse de clémence en échange de faux témoignages. Elle a raconté sa terreur pour lui être invitée à trahir ses camarades de classe, son chagrin alors qu'elle réalisait qu'ils armeraient son amour pour la chimie pour détruire les autres. Lorsqu'elle a parlé du rôle de sa mère, comment Clarissa avait facilité les premières ébauches des fausses confessions, j'ai ressenti la douleur, mais je me suis concentré sur la force d'Isla. Ces mots résonnaient à travers la chambre. J'ai fait confiance à ma famille pour me protéger, a-t-elle dit tranquillement. Mais ils ont essayé d'acheter mon silence avec peur. Après son témoignage, notre avocat a présenté les déclarations de témoins corroborantes. Les mères et les pères ont pris la parole, racontant des expériences parallèles, un juge qui a refusé la recusée, un avocat qui a obtenu une découverte de la découverte, certains témoignages, sans preuve. D'autres ont parlé des mâchoires serrées, mais tous les yeux portent le même message. Témoignage. Les lumières de la salle d'audience se sont dimensionnées lorsque le juge a joué le clip. La voix calme de Silly, émettant des directives pour piéger notre fille. Ces paroles ont sonné avec une menace calculée. Vous nommerez les opérateurs ou vous affronterez 10 ans. Avons-nous une compréhension? La voix étouffée de Clarissa a répondu dans une conformité difficile. L'enregistrement s'est terminé par un clic et un silence enfoncé. Le juge Mercé s'est assis dans la télécommande. Monsieur Cromwell, a-t-elle commencé, à se faire froid, c'est une violation flagrante de l'éthique judiciaire et des statuts pénaux. Non seulement je rejette toutes les accusations contre mademoiselle Cromwell, mais je renvoie votre conduite au ministère de la Justice pour enquête pénale. En outre, je délivre une ordonnance de dispection de tous les dossiers connexes pour un examen indépendant. Son gave l'a enveloppé le bureau. La salle d'audience a éclaté. A commencé à pleurer, enterrant son visage dans ses mains. Isla a glissé du stand, des larmes et des secours se mêlant alors qu'elle revenait à mes côtés. J'ai posé ma main sur son épaule, une fierté gonflant dans ma poitrine. Nous l'avions non seulement exonéré, mais nous l'avions donné un coup écrasant à la corruption qui cherchait à enchevêtrement sa vie. Après l'audience, alors que les journalistes affirmaient et que les caméras pivotaient, j'ai guidé Isla à travers la foule rassemblée. Elle a répondu aux questions sur son expérience, sa voix inébranlable. Pendant ce temps, je laisse la vague de l'attention des médias se laver sur Silas et Reed, en veillant à ce que leur nom soit synonyme de scandalisation. Clarissa nous a approchés, des larmes striées et j'ai hoché la tête avec ridicule, n'offrant ni pardon ni invitation. Elle a compris que sa trahison a eu des conséquences. À l'extérieur, le soleil de fin d'après-midi brillait des marches du palais de justice alors que nous descendions ensemble. Isla fit une pause et me regarda, la voix douce mais bien sûre. Merci, dit-elle. J'ai souri et serré sa main. Tu l'as fait, gamin. Tu as défendu la vérité. Elle sourit, puis regarda les colonnes imposantes derrière nous. La vérité est une forteresse, papa, a-t-elle dit. Build brick by brick. À ce moment-là, debout sur les étapes où la justice avait prévalu, j'ai ressenti un changement profond. Nous n'avions pas seulement gagné un cas. Nous avions enflammé un mouvement, un calcul pour chaque famille, réduit au silence par le pouvoir et le privilège. Et alors que nous entrions dans le soleil, je savais qu'aucune façade polie, aucune influence du beau-père ne pouvait à nouveau assombrir notre détermination. La promesse finale avait été tenue, la justice a été rendue et l'avenir de notre fille était vraiment le sien. Les retombées de l'audience ont percuté nos vies plus rapidement que je ne pouvais suivre. En quelques jours, Silas était sous enquête officielle, ses chambres cadencées, sa réputation en lambeaux. Le permis de droit de Reed Langston a été suspendu. Son entreprise a assiégé les clients exigeant des explications. La frénésie des médias qui avait éclaté dans le cas d'Eslao a montré des projecteurs impitoyables sur chaque coin tordu de leur réseau. Et pourtant, au milieu du tumulte, il y a eu un moment calme de calcul à la maison où le véritable travail de reconstruction a commencé. Je suis entré dans notre salon un samedi matin, la lumière du soleil filtrant à travers les volets de plantation pour révéler Isla perchée les jambes croisées sur le tapis, son ordinateur portable s'est ouvert à un email de félicitations du MIT. Bourse complète, éloge élogieuse pour sa résilience, une invitation à rejoindre leur société d'honneur d'ingénierie. Elle me leva les yeux,
les yeux brillants et ont dit, ils veulent même que je parle à l'orientation. Ma gorge se resserra. C'était la récompense née de la victoire, mais le coup de la trahison est toujours lourd entre nous. Clarissa planait dans l'embrasure de la porte, encadrée par le seuil doré. Sa posture rigide. Elle tenait un plateau de café, notre ancien rituel du samedi, mais la vapeur a augmenté comme un linceul. Isla jeta un coup d'œil à sa mère, puis de mon visage, son visage une question. J'ai hoché la tête, la permission silencieuse de parler. Clarissa posa le plateau avec des mains tremblantes. Je suis désolée, dit-elle, la voix tendue. Je pensais que je la protégeais. Je n'ai pas vu jusqu'où il irait. Isla se leva et traversa la pièce, se déplaçant autour de la table basse en 3 progrès précis. Elle posa une main sur le bras de sa mère, un geste pardonnant mais ferme. Vous avez tous les deux fait des erreurs, dit-elle tranquillement. Mais vous n'avez pas terminé le travail. Clarissa cligna des yeux en arrière. Je les ai regardés tous les deux, ma fille prenant les devants dans une conversation que je n'aurais jamais pu scripter. C'était un changement pivot. Elle avait assumé sa propre agence, récupérant sa voix, non seulement dans la salle d'audience, mais dans notre famille. Au cours des semaines qui ont suivi, des familles de partout au pays nous ont contactés nous, les parents et les étudiants qui cherchent des conseils sur la façon de contester leurs propres juges, avocats et administrateurs. Nous avons coordonné via des appels vidéo sécurisés, l'hébergement de sessions de stratégie où j'ai partagé des modèles juridiques, et Queen a fourni une formation en sécurité numérique. Isabella, mon ingénieure de 16 ans, s'est retrouvée au centre d'un mouvement de base pour l'intégrité judiciaire. Elle est restée en retard de recommandations de politique de rédaction pour les associations de barreaux d'État et d'organiser des pétitions pour exiger des affectations de cas aléatoires. Son idéalisme s'est enfui et j'ai réalisé que son combat était devenu quelque chose de beaucoup plus grand que n'importe quel essai. Ce fut une croisade pour chaque jeune esprit, étouffé par le privilège et la peur. Au milieu de notre sensibilisation, un représentant du ministère de la Justice m'a approché avec une offre inattendue. Il voulait que Isla consulte leur nouveau groupe de travail enquêtant sur la corruption judiciaire à l'échelle nationale. C'était une opportunité extraordinaire, qui la plongerait dans les couloirs du pouvoir qu'elle craignait. La décision a pesé sur nous tous. Cette nuit-là, je l'ai trouvée dans sa chambre entourée de modèles et de manuels. Je me suis assis sur le bord de son lit. C'est une grande demande, ai-je dit. Elle leva les yeux émeraudes brillants. Je serais honoré, a-t-elle répondu. Mais je veux aussi terminer mon diplôme, peut-être un maître. Je ne veux pas perdre la vie que j'ai combattue si forte à récupérer. J'ai hoché la tête. Son instinct pour l'équilibre m'a rappelé qu'elle était encore une adolescente qui avait besoin de temps pour grandir. À ce moment-là, j'ai vu son futur se ramifier dans des dizaines de chemins, chacun un potentiel pur. Clarissa a également rejoint notre campagne, proposant également d'aider à la logistique et aux relations publiques. Elle a organisé des interviews, a écrit des communiqués de presse, a même pris la parole lors d'un forum de leadership pour femmes sur les dangers de la loyauté. Aveugle. Sa transformation était progressive du défenseur des plans de son père pour défendre le changement systémique. En la regardant entrer dans la lumière, j'ai senti une trêve se formant entre nous. Pourtant, je pouvais encore voir le tremblement dans sa voix lorsqu'elle parlait du passé. La confiance une fois fracturée, est lente à guérir. 2 ans après l'arrestation d'Isla, Spring est retourné au Connecticut avec des lilas lourds en fleurs. Nous nous sommes réunis dans notre jardin, une modeste célébration du renouvellement. Des voisins, d'anciens alliés, des familles touchées par notre plaidoyer se tenaient sous une pergola drapée de roses blanches. La bannière disait « Justice pour tous les forums communautaires ». J'ai regardé Isla marcher vers le podium pour livrer son discours sur le principe selon lequel la justice n'est pas une destination, mais un engagement de vie. Elle a parlé sans notes, s'émoustissant une anecdote personnelle et une proposition de politique dans une vision articulée pour les tribunaux équitables. La foule a éclaté en applaudissements en concluant. Ma poitrine s'est resserrée, une fierté comme un poids physique. Ensuite, nous nous sommes mélangés parmi les invités. Une mère dont la fille avait été suspendue de son programme d'ingénierie est venue vers nous, les larmes aux yeux. Votre cas m'a donné le courage de me battre, a-t-elle déclaré. Isla la serra dans ses bras et je me suis reculé, presque submergé par le chemin parcouru. Ce n'était plus une vendetta privée, mais un mouvement pulsant à travers la communauté. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Clarissa m'a trouvé sur le porche, soignant un verre d'eau.
Les lucioles vacillaient dans le crépuscule. Elle glissa à côté de moi sans un mot. Je lui ai offert un doux signe de tête. Merci, dit-elle doucement. J'ai placé une main sur son épaule. Vous faites partie de cela maintenant, ai-je dit. Elle a expiré, une bouffée tremblante de soulagement et de résolution. Je veux faire amende honorable, a-t-elle répondu. Dis-moi quoi faire. Et donc nous nous tenions là, une fois une famille divisée par la corruption, maintenant unie par un objectif partagé, les répliques de la trahison, canalisées vers une force pour de bon. Alors que la nuit s'installe, je levai les yeux vers les étoiles, sentant le morceau profond de quelqu'un qui avait résisté à la tempête la plus féroce et j'ai vu l'aube se briser de l'autre côté. Notre façade polie avait disparu, remplacée par quelque chose de réel. Résilience, intégrité, États-Unis. Et bien que j'avais coupé des liens avec la vie que j'avais connue, j'avais construit quelque chose de plus fort à sa place. Une famille liée par la vérité, une fille habilitée à façonner un avenir plus juste, et une promesse que peu importe ce qui est venu ensuite, je me battrai toujours à ses côtés. 2 ans se sont écoulés depuis les feux d'artifice de la salle d'audience qui ont renversé Silas et Reed. Et à cette époque, Eslao s'était transformé de l'adolescent effrayé que je connaissais autrefois en une phare de conviction inébranlable. Lorsque le MIT l'a invité à donner le discours d'ouverture de la remise des diplômes, elle est montée sur le stade de début sous les colonnes en flèche de Killian Court comme un chef d'orchestre prenant sa latte. Je me suis assis avec sa mère parmi les familles rassemblées. Les yeux de Clarissa brillaient de fierté et de culpabilité dans une égale mesure. Alors que les diplômés des robes noires et des glands se balançaient comme une mer d'espoir avant nous, j'ai ressenti le poids de chaque sacrifice que nous avions fait. Chaque nuit sans sommeil de suivi d'épreuves, chaque instant de doute, ancré maintenant par le simple fait que ma fille était prête à partager son histoire avec le monde. Elle a parlé sans note, la voix claire sur le microphone. Je me tiens ici aujourd'hui non seulement en tant qu'ingénieur, mais en tant que personne qui a découvert la véritable architecture de la justice, elle a commencé. Ses paroles se sont ondulantes sur la pelouse. Nous pensons que les systèmes sont infaillibles, que les institutions nous protègent. Mais j'ai appris qu'ils sont construits par les humains et les humains peuvent être corrompus. Notre devoir est de garder ces systèmes honnêtes, de faire briller la lumière dans les coins cachés. Elle fit une pause et j'ai vu une bouffée d'émotion lui balayer le visage. Génération définissant la conviction mélangée à une gratitude personnelle. Je ne serais pas ici sans la croyance inébranlable de mon père. La poursuite implacable de la vérité par les alliés qui risquaient toutes les leçons de trahison qui m'ont appris ma propre force. Une vague d'applaudissements a augmenté, ponctuée d'acclamations et de larmes. J'ai senti ma poitrine se resserrer, une ruée de fierté paternelle si profonde qu'elle m'a presque stupéfait. Après la cérémonie, j'ai regardé les familles pulluler autour d'elle. Des anciens offrant des postes de mentorat, des entreprises technologiques prolongeant les offres d'emploi, des groupes de plaidoyer lui demandant de rejoindre les conseils d'administration. Elle a géré chaque approche avec graisse, déviant poliment pendant qu'elle savourait le moment. Ses yeux m'ont trouvé dans la foule et elle a bouché, nous l'avons fait. J'ai levé la main, le cœur plein. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes réunis pour un petit dîner en famille dans un Cambridge Bistro tranquille surplombant la rivière Charles. Les lumières de la ville ont dansé sur l'eau et l'air était doux avec une chaleur printanière. Eslao s'est assis entre Clarissa et moi, et pour la première fois depuis des années, notre conversation s'est sentie imprégnée. Nous avons parlé de ses plans, une bourse de conseil en justice tout en commençant des cours de diplômé en génie environnemental. Elle voulait concevoir une infrastructure durable en un œil sur un accès équitable. J'ai vu comment le pouvoir déséquilibre les communautés de nuire, dit-elle, remuant ses pattes avec une réflexion minutieuse. Je veux construire des ponts, littéraux et métaphoriques. J'ai soulevé mon verre à cela, sentant l'éclat de son ambition. Clarissa atteignit la table, touchant le bras d'Isla. Nous sommes tellement fiers de vous, a-t-elle dit en s'accumulant. Moi, s'arrêta-t-elle, mesurant le poids de ses prochains mots. Je suis désolé pour tout ce que je vous ai mis. Je comprends maintenant que la loyauté signifie rester avec vous, ne pas s'incliner devant les autres. Isla sourit doucement et serra la main de sa mère. Je sais que tu as essayé de me protéger, a-t-elle répondu. Mais la plus grande protection est la confiance. La tension qui a assuré leur relation depuis si longtemps a semblé fondre sous cette simple vérité. Le lendemain matin, j'ai marché avec Islao dans le couloir infini du MIT. Les couloirs faisant écho aux traces des futurs innovateurs. Elle fit une pause avant un boîtier en verre affichant les modèles de soufflerie originaux de Wright Brothers.
Je pensais que je serais les plus heureuses de concevoir des machines, a-t-elle déclaré, traçant un doigt sur la douleur. Mais maintenant, je vois que l'ingénierie n'est pas une question d'objets. Il s'agit de gens. Il s'agit de systèmes qui servent tout le monde équitablement. J'ai hoché la tête. La même conviction que j'avais ressentie dans la salle d'audience guidant maintenant le but de sa vie. La parole du discours d'Islao avait atteint la consultation civile du ministère de la Justice, et dans les jours, elle a été officiellement nommée pour la détection civile d'un nouveau groupe de conflit national. Intérêt, conseiller sur les programmes éducatifs pour les étudiants intéressés par la fonction publique et recommander des réformes politiques pour accroître la transparence dans les affectations judiciaires. Remarque. Un compliment rare. Vous allez être imparable. Elle rit, le son brillant et intrépide. Seulement parce que j'ai la meilleure sauvegarde. Le jour de la réunion, je l'ai conduite à l'aéroport de Logan avant l'aube. Un ciel clair s'est déchaîné au-dessus et j'ai ressenti une vague de gratitude pour chaque étape de ce voyage. À l'entrée du terminal, elle m'a serré dans ses bras, chuchotant « Merci de ne jamais abandonner, papa ». J'ai embrassé son front. Je serai toujours votre premier et votre plus grand fan. Alors que je la regardais disparaître dans la sécurité, j'ai réfléchi à la promesse que j'ai écrite dans ma lettre il y a des années qu'elle méritait la loyauté, la protection et la liberté de choisir. Elle était devenue un leader qui pouvait protéger les autres avec le même amour féroce que je lui avais montré. Je me suis retourné et je suis retourné à la voiture, le soleil s'échappe de l'horizon, se sentant plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Notre guerre était terminée, mais sa mission ne faisait que commencer. Et je savais qu'elle construirait un monde où la justice était aussi fondamentale que les lois de la physique qu'elle aimait. Tard un soir d'été, je me suis retrouvé à mon bureau une fois de plus, stylo main, composant une lettre que j'imaginais depuis le jour où la vie d'Isla lui a presque été volée. La maison était silencieuse à l'exception du bourdonnement doux du climatiseur et du chirp éloigné de Cicata. J'ai plié une seule feuille de vélin crémeux et je l'ai adressée à ma fille, avec l'intention d'être un cadeau qu'elle pourrait ouvrir des années, peut-être le jour de son mariage ou une autre étape importante lorsque la vie a demandé un rappel des promesses qui durent. Choisissez quelqu'un qui se battra pour vous sans hésitation. J'ai écrit, quelqu'un qui chérit votre force et ne vous demande jamais de diminuer votre lumière pour qu'il puisse briller plus. S'il ne vous reste pas dans les moments les plus sombres, partez sans regretter. Je l'ai signé simplement « Amour, papa ». J'ai glissé la lettre dans une enveloppe mince et je l'ai placée dans le tiroir supérieur de mon bureau. À côté, j'ai laissé une petite clé, un emblème de confiance pour elle pour garder chaque fois que je suis prêt. Comme je ferai le tiroir, je ressens une satisfaction calme, sachant que le Shund, sachant que le Shund, sachant ensuite, sachant une satisfaction tranquille. Le matin, je me suis réveillé à l'arôme de café frais dans le couloir. Visiter Washington plus tard dans la semaine pour consulter le groupe de travail. C'est exactement ce dont notre histoire a besoin. Des politiques qui empêchent les familles comme la nôtre d'être à nouveau réduites au silence. J'ai hoché la tête, m'émerveillant à jusqu'où elle était venue. De l'adolescent effrayé derrière le verre à une réforme nationale visionnaire. Après le petit déjeuner, j'ai marché Eslao vers sa voiture. Elle me serra étroitement dans ses bras. Merci pour cette lettre, elle a chuchoté. Je l'ai trouvée hier soir. Mon cœur a gonflé. Et quand vous en avez besoin, j'ai répondu. Vous saurez toujours où trouver votre premier allié. Elle sourit, les yeux brillants et monta dans sa voiture, se retirant dans la rue calme. Je l'ai regardé disparaître au coin de la rue et je suis retourné à l'intérieur pour passer au crible à travers les vieilles photographies. La première foire scientifique d'Islao, son diplôme universitaire, le jour où nous nous sommes tenus sur ces marches du palais de justice. Chaque image portait des souvenirs de lutte et de triomphe, mais aussi du lien inébranlable entre nous. J'ai réalisé que si la guerre de l'innocence de notre fille était terminée, une nouvelle mission avait commencé à nourrir le leader qu'elle était devenue et à soutenir sa conviction inébranlable que la justice doit être menée pendant un moment. Cet après-midi, j'ai reçu un email confirmant que le groupe de travail du ministère de la Justice envoyait Eslao à une conférence internationale sur l'éthique judiciaire. Je lui ai transmis avec une note. Votre champ de bataille est devenu plus grand. Montrez-leur comment c'est fait. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu répondre. Je le ferai. Merci pour les bottes, général. J'ai gloussé sur son humour, puis j'ai regardé autour de la maison. Autrefois une scène polie, maintenant une maison vivante où la vérité et l'amour ont priorité sur les apparences. Les murs polis sont restés,
mais maintenant ils ont encadré des portraits de résilience plutôt que des façades. Et en fermant mon ordinateur portable, j'ai senti le poids de notre voyage s'installer dans une certitude calme. Nous avions survécu à la trahison, exposé la corruption et avons récupéré nos vies. Maintenant, avec ces promesses finales en place, nous étions libres de construire un avenir défini non pas par la peur ou la coercition, mais par la loyauté, l'intégrité et le lien incassable entre père et fille. La guerre était terminée. Notre histoire était devenue un plan pour la justice. Et le vrai travail venait de commencer.